Cécile de Minibus. Bienvenue sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Cécile de Minibus n'est pas là, nous l'embrassons et bien évidemment vous la retrouverez en notre compagnie lundi. Au menu des Vraies Voix, le grand débat, les députés ont adopté une proposition de loi pour instaurer des cours sur la défense nationale au collège et au lycée. Au programme, découvrir le rôle de l'armée, les menaces qui visent nos institutions ou encore les enjeux de cybersécurité. Et on vous pose cette question, cours de défense nationale au collège et lycée, bonne idée ou mauvaise idée? Eh bien pour le moment c'est en score de parité puisque vous dites 55 que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. La question du soir à 18h30, la stream Zultia a été renvoyée de la commission du fonds d'aide à la création par les plateformes du CNC après des propos polémiques sur ses critères de sélection de projets. L'organisme public a décidé de mettre fin à ses fonctions, estimant que ces déclarations remettent en cause son impartialité. Et on vous pose cette question, faut-il supprimer le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image? Eh bien vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? On a un expert cinéma en plus. Eh ben moi, le 0826 300 300 avec nos trois vraies voix du jour. Philippe Billigère. Remarquable. Qui aurait pu faire le cours de météo à Mickaël Sadoun. Bien sûr, surtout les intempéries. Moi, et les orages. J'adore quand Rémi André nous annonce des orages et j'ai l'impression de retrouver la météo identique chaque jour et pourtant elle change. C'est pour ça que vos interventions sont toujours du tonnerre. Oh là. Vous commencez très fort l'émission. Très très fort là. Notre expert cinéma, entre autres, René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site Idbox, site d'information culturelle. Non, monsieur, pas Idbox. Idbox, pardon. Mais oui. Quel accent? Ça va? Écoutez, alors quand je vous vois, je suis ravi. Je suis très content d'être ici parce que je vais apporter à l'émission mon intelligence, comme d'habitude, ma culture, ma créativité, qui manque beaucoup à l'émission d'habitude. La nuance. René Chiche, dont le second prénom est Modeste, vous l'avez constaté. Non, blague à part, je suis très content de retrouver Mickaël Sadoun. J'ai pas eu depuis longtemps. Vous faites les présentations à la place. Mais je pense que les auditeurs sont contents de me retrouver d'abord. C'est la Dream Team ce soir, c'est la Dream Team. Je pense que... Et Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication. Eh ben, ça fait plaisir. Et c'est parti pour le grand débat. T'as quelque chose à dire? La bagarre. La violence a plein de synonymes. Quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai? La violence, c'est la transgression des lois. C'est débile cette histoire. Le croche-patte dans la tête. Franchement, je suis assez grand pour me protéger tout seul. Le coup de pompe dans les guibolles. Non, mais c'est dingue cette histoire. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous casse les couilles là! Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Les Vraies Voix Sud Radio. Et cette question, cours de défense nationale au collège et au lycée, puisqu'il va y avoir des cours de défense nationale dans les établissements du secondaire. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Et pour le moment, c'est un score de parité à 50-50. Avec nous, Hector de Montpellier. Bonsoir Hector. Bonsoir de me donner la parole et merci. Avec plaisir. Alors vous, le sujet vous a interpellé puisque vous êtes, si je ne m'abuse, un ancien militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en tant qu'ancien militaire, j'ai combattu d'ailleurs en Afghanistan. Ah oui, effectivement. Alors, je trouve ça complètement stupide. Alors, non pas dans la forme, mais dans le fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous pouvez donner tous les cours de défense nationale à qui vous voulez. Ça n'en fera pas des combattants ni des gens en qui ça va intéresser de défendre leur pays. Par contre, faire un espèce de service militaire comme il y a dans les pays baltes et dans les pays de l'Est, ça, là oui, vous allez intéresser les jeunes. Alors, vous ne pouvez pas prétendre à défendre le pays uniquement avec, comme d'habitude, en faisant une espèce de pseudo-journée d'appel à la défense, ou des cours de défense nationale. Ça peut être très bien dans le cadre, on va dire, d'une information, mais qu'on n'appelle pas ça des cours de défense nationale, mot pompeux, pour rien du tout. Et je rajouterais, le pognon qu'on balance dans le CNC, on pourrait le balancer justement dans un vrai service militaire, ça serait beaucoup plus efficace. Alors Hector, je dois vous poser une question parce que vous avez parlé du service des pays baltes et des pays de l'Est. Comment ça fonctionne dans ces pays-là, sachant que la France a supprimé la conscription il y a maintenant 30 ans? Ah ben, on peut même parler au-delà des pays de l'Est, hein, ça va fonctionner comme un modèle qui est encore mieux, le pays qui nous est voisin, la Suisse. Où là, chaque citoyen suisse a l'obligation d'effectuer un service militaire de 15 jours minimum par an. Il y a évidemment des jours en plus,
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils défendent vallée par vallée. Ils sont affectés au niveau de leur village et de leur ville. Et surtout, encore plus important, ils gardent tout leur uniforme et même leur armement. Chez eux. J'ai des amis qui sont chez eux. Donc là, vous avez vraiment un effort fait sur la défense nationale. Ça fait que la Suisse, même à l'heure actuelle, je crois qu'elle peut compter sur 1 million de combattants, sans compter qu'évidemment, la défense est organisée avec des points de canon, de mitrailleuses et ainsi de suite. Donc là, ouais, vous avez vraiment un effort de guerre et surtout des citoyens qui sont impliqués et surtout que la notion de citoyenneté, elle est vraiment, comment on va dire, très liée à cette notion de citoyen-soldat, qui est en fait le fondement même de l'État suisse. Et dans les pays baltes, c'est pareil, vu que ça regarde à l'Est. Oui. Et ainsi de suite. Ils ont déjà été annexés par l'Union soviétique en 1940, donc ils regardent vraiment à l'Est. C'est ça. Et ce qui me fait bien marrer, c'est quand on prend par exemple la Russie, qui est, voilà, on sait très bien quels sont nos rapports avec la Russie. Eux, là-bas, il y a des jeunes qui sont entraînés, justement, bon, là, on parle plus de propagande, mais il y a quand même un effort qui a été fait, justement, sur la conscription et surtout former leurs citoyens, leurs jeunes citoyens à la défense nationale. Et eux, vraiment, c'est du concret aussi. Alors, Hector, restez avec nous. Vous voulez réagir comme Hector? Un seul numéro et c'est Zach qui prendra votre appel, le 0826 300 300. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tenter de répondre à un double niveau et j'espère que mes possibles contradicteurs comprendront ma réflexion. Structurellement, je suis opposé à cela parce que j'y vois la continuation de cette délétère propension de l'éducation nationale à enseigner tout ce qu'on veut, sauf ce qui constitue les fondamentaux. Ça continue avec ça. Et conjoncturellement, j'ai l'impression que on se greffe sur l'actualité tragique immédiate et que demain, il y aura une autre actualité dans d'autres domaines et on proposera des cours. Je rejoins Hector, même s'il a une pensée évidemment beaucoup plus compétente que la mienne. Parce qu'il était militaire. Et puis, il porte un superbe prénom guerrier, Hector. Oui. Eh bien, je pense que c'est une grave erreur de faire cela. Vous êtes bien sur Sud Radio, Les Vraies Voix, il est 17h12. Vous voulez réagir, vous pensez que c'est une bonne chose, des cours de défense nationale au collège et au lycée, ou vous pensez que c'est une mesure gadget? Venez témoigner au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite pour avoir les réactions de René Chiche et Mickaël Sadoun. René Chiche, dont la pensée, c'est sa modestie qui le dit, est fondamentalement complexe. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Mickaël Sadoun, et on vous pose cette question. Cours de défense nationale au collège et au lycée, bonne idée ou mauvaise idée? Vous voulez réagir, le 0826 300 300. René Chiche, votre avis? Alors, je trouve cette idée totalement stupide de la part de ce député MoDem, parce que c'est lui, je crois, qui a fait cette proposition de loi. Calvados. Voilà. Bon, parce que, comme l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, Philippe Bilger... Le fait qu'il soit du Calvados change rien, il est bon. Non, mais comme l'a dit Philippe Bilger, l'école, le collège, le lycée, ce ne sont pas des endroits où on doit apprendre des cours de défense nationale. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt actuellement développer l'instruction dans plein de domaines, c'est-à-dire les maths, les langues, le sport aussi. Vous savez que le sport en France n'est pas assez éduqué. Et aussi même les nouvelles technologies. Vous voyez, ça, je trouve que c'est quand même des objectifs plus ambitieux et qui seraient plus cohérents aujourd'hui avec les failles qu'on peut connaître dans le système d'éducation nationale. Puis franchement, autant je trouve qu'on pourrait éventuellement faire, et pourquoi pas organiser effectivement la venue d'un général ou d'une colonelle une fois par an dans un lycée ou dans un collège qui viendrait présenter ce qu'est l'armée. Pourquoi pas, oui, des choses comme ça. Moi d'ailleurs, je me souviens qu'à mon époque, quand j'avais 15 ans, donc c'est à peu près il y a 10 ans de ça, donc, non, sérieusement, on faisait même des portes ouvertes. Et on avait été visiter une caserne de l'armée, et dans la même année, on avait été visiter même un commissariat de police, qui était un peu dans le même rayon, vous voyez. Mais voilà, on peut éventuellement initier les jeunes à la défense nationale. Mais ce genre de choses, franchement, je trouve que c'est aberrant. J'ai l'impression que ce député veut un petit peu se faire remarquer par cette proposition de loi qui pour moi, en plus, comment organiser? Vous voyez, c'est ces cours dans quel... C'est avec des militaires, des réservistes, etc. Mais franchement... Et puis si on veut, dernière chose, si on veut vraiment créer un lien entre les jeunes et l'armée, bah, je crois que, je sais pas qui c'est qui l'a dit
dit Philippe ou Mickaël, ou notre auditeur. Non, c'est notre auditeur. C'est le service militaire, c'est tout. C'est le service militaire. Mickaël Sadoun. Alors, sur les cours de défense nationale, je vous avoue que moi, j'en ai un petit peu marre que des politiques se servent de thèmes d'actualité pour inviter d'une manière ou d'une autre la politique dans l'école. Alors maintenant, il y a l'écologie qui s'invite partout, le féminisme, pourquoi pas, des cours de citoyenneté dont on a parlé, je crois, il y a même pas un an et qui avait été évoqué par je ne sais plus qui dans la majorité présidentielle. Maintenant, des cours de défense nationale à la lueur des conflits internationaux. J'en ai un petit peu marre. Il faut quand même rappeler que la mission de l'école, c'est d'abord l'instruction. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec René Schiss pour insister sur les savoirs fondamentaux. J'enlèverai même, si vous voulez mon avis, puisque vous aviez les langues, la LV2 espagnole par exemple, désolé de vous dire que faire 5 ans d'espagnol à raison de 2 heures par semaine pour savoir dire en terminale como estas, c'est quand même un petit peu un gâchis. On devrait l'axer sur le chinois. On devrait l'axer sur les maths et sur le français déjà, sur une juste structuration déjà du langage. Mais si en 5 ans vous savez dire que como estas en espagnol, faut changer votre prof. Mais je te garantis que c'est le cas de 90% des élèves et j'étais pas mauvais en cours et c'est tout ce que je savais dire. Ça veut dire te quiero. Vous admirez l'accent de Philippe Bilger en espagnol est aussi bon. Lui, Philippe Bilger disait Donde está Cap d'Agde. Ensuite, le service militaire évidemment devrait avoir un rôle prépondérant, je dirais, dans la construction de cette solidarité avec la défense nationale, etc. Et puis j'ai envie de vous dire que d'une manière ou d'une autre, le lycée peut contribuer à la construction de cette citoyenneté, simplement par la valorisation aussi du patrimoine français. Former des patriotes, c'est pas les éduquer seulement à la guerre, c'est valoriser l'histoire française qui a ses pages sombres mais qui dans son ensemble est plutôt glorieuse à mon avis. C'est valoriser le patrimoine français, c'est leur donner déjà jeunes l'envie de défendre d'une manière ou d'une autre ce pays qui est grand et qui est le nôtre. Hector, vous avez entendu les vraies voix, vous qui avez été militaire, engagé, donc vous avez été sur des théâtres d'opérations extérieures comme l'Afghanistan. Alors je ne vais pas vous demander votre âge, sauf si vous voulez le dire. Bon, j'ai 37 ans. Oui, donc vous n'avez pas connu l'armée à l'époque où il y avait encore des appelés. C'est ce que je voulais dire. Mon père était sous-officier, donc j'ai vu. Moi, je vivais en caserne, donc j'ai vu mon père s'occuper des derniers appelés. Ah oui. Donc j'ai eu cette chance d'avoir des souvenirs où je voyais mon père en uniforme s'occuper des appelés. D'ailleurs, dans la ville où on est, mon père est encore salué par ces anciens soldats qu'il appelle mon adjudant encore, tellement qu'il les a marqués. Ah oui. Et est-ce que pour vous cette mesure, alors un des buts, c'est de retisser le lien armée-nation. Est-ce que pour vous, comment est-ce qu'on pourrait ressouder le lien armée-nation, outre le service militaire? Moi, je me rappelle pour mon lycée, pour parler des profs, quand je disais que je voulais être militaire, suivre l'exemple de mon père et de mes grands-parents, j'ai été vu comme... Comment on va dire, j'étais à peu près vu comme la LFI voit la droite à l'heure actuelle, pour vous faire de manière très prosaïque. Oui. Et ça m'a causé plusieurs algarades avec les profs. À l'heure actuelle, vous voulez refaire du lien avec l'armée, c'est simple. Il faut envoyer les gens à l'armée. Tout simplement. Et je vais vous dire, au niveau du service militaire, parce que maintenant je suis policier, j'irai plus loin. Ce ne serait pas qu'un service militaire. Il y aurait un service qui serait effectué à l'armée, pour certains, dans la police, dans la gendarmerie, voire même dans les pompiers. Et là, vous recréez un lien avec les corps constitués de l'État. Bravo. Et comme l'a très bien dit Hector, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas en encasernant, si j'ose dire, certaines formations dans des lieux spécifiques et dans des endroits où elles n'ont rien à faire qu'on favorise un rapprochement. C'est à partir de la création d'un État global sur le plan politique. Par exemple, si l'État, les pouvoirs avaient un discours plus généralement bienveillant et honorable à l'égard des forces armées, je suis persuadé que ce serait plus positif que ce projet que René a justement dénoncé. Et Mickaël d'ailleurs aussi. René, oui, Mickaël. Encore plus justement. Et moi-même, le plus brillamment des trois. Non mais en plus déjà le lien il est déjà créé. Vous savez que dans l'armée par exemple il y a des stages qui sont destinés à des jeunes qui peuvent aller faire des stages dans des casernes, des stages commando
entre guillemets, mais ça, déjà ça existe. Non, mais ça existe. Hein. Moi, je connais un jeune de 16 ans qui a fait un stage pendant 8 jours dans une caserne de l'armée pour s'initier un peu à la défense. Ah ouais, franchement, ça peut exister. Mais je voudrais poser une question, moi, à notre auditeur, parce que ce lien à la défense nationale, c'est aussi donc un lien quand même au patriotisme, vous voyez ? Quand même, hein, c'est évident. Oui. Est-ce que Hector, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de chanter la Marseillaise tous les matins ou je sais pas quand dans les lycées, dans les collèges, et de hisser le drapeau français? Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une façon de lier avec à la fois la France, l'armée, le patriotisme? Hector, comme les salles de classe aux États-Unis où il y a le drapeau américain et le drapeau de l'État dans lequel vous êtes. Mais ça va au-delà. Ça va même au-delà, c'est-à-dire que déjà vous voulez donner un corpus, déjà ça serait une très bonne idée, mais en plus de ça, réinstaurer le port de l'uniforme à l'école. Tous les lundis matins, c'est lever des couleurs, on chante la Marseillaise. Et moi, je vais vous dire, j'ai 37 ans. Quand j'étais petit, déjà quand je voyais mon père faire des cérémonies militaires, ça me plaisait, je l'imitais d'ailleurs. Et ben maintenant, je peux vous garantir que quand j'assiste à des cérémonies, puisque évidemment, moi je me rappelle, parce que moi, la Marseillaise qui est chantée et la sonnerie aux morts, ça me fait quelque chose parce que moi je l'ai vécu auprès de mes camarades qui sont morts, justement. Oui. J'ai des frissons et quand je vois mon drapeau se lever, eh ben ça me fait quelque chose. Oui, bravo. Voilà. C'est vrai. Bravo. Mickaël Sadoun, vous voulez réagir? Que puis-je dire? Moi je trouve que le patriotisme n'est... Enfin, il est en train de revenir à la mode et je trouve ça tant mieux, mais disons qu'il a été... Mais il est quand même assez raillé. Il a été trop dévalorisé pendant longtemps. Non, mais aujourd'hui, il revient à la mode quand même. Il faut le dire, au contraire, c'est plutôt... sur les mondialistes et les gens déracinés qu'on tape, et moi je pense qu'on a un petit peu raison de le faire, mais pendant un moment il faut bien dire que ces gens avaient une espèce de magistère culturel qui faisait que toute personne enracinée valorisant son terroir d'origine était perçue comme un ringard, un puant, un beauf, un débile, et moi j'aime beaucoup entendre ça. Vous revient à la mode vraiment? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce que vous décrivez très bien, Mickaël, la révolte du patriotisme est compensée par des choses infiniment plus odieuses sur ces valeurs-là de l'autre côté? Peut-être que ça génère en effet une réaction du côté de la France insoumise ou du côté d'une gauche qui en réaction s'extrémise et n'est plus seulement mondialiste mais carrément anti-française. Mais en tout cas, concernant la majorité de la population, on voit qu'en France, et pas qu'en France, en Europe et dans tout le monde occidental, il y a quand même un retour des leaders qui n'ont pas honte de dire qu'ils font passer leur nation avant celle des autres et leur culture avant celle des autres. Moi, je m'en réjouis très personnellement. Je pense même qu'il y a un retour d'ailleurs du conservatisme, que beaucoup de jeunes retrouvent les vertus de leurs grands-parents en enjambant celles de leurs parents. Merci beaucoup Hector de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci les vraies voix. On continue avec vous le seul contre tous. Philippe Billiger. Eh bien, je considère que la justice pénale peut et doit faire du bien aux citoyens. René Chiche. Alors moi, c'est non à la dénonciation médiatique comme l'illustre l'affaire Bruel actuellement. Eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Sud Radio. Parlons vrai. David. Retour des vraies voix, on embrasse Cécile de Ménibus que vous retrouverez en notre compagnie lundi avec de ce côté-ci du studio représentant la gaudriole, Philippe Billiger et René Chiche. De l'autre côté représentant la pensée complexe et hautement intellectuelle. Merci, je suis pas marrant moi, c'est ça le sous-entendu qui représente la pensée complexe. Si, mais en plus d'être intelligent. Le côté gauche, mais parce bien que souvent, nous on n'est pas intelligent. Mais l'humour est la plus merveilleuse forme de l'intelligence, donc vous avez tort. Je vous fais un compliment et je me fais... Oui, enfin la pensée complexe, c'est aussi Emmanuel Macron, on a vu ce que ça a donné, donc je ne le considère pas comme un compliment. Allez. Je préférerais que vous me disiez la pensée efficace. On devrait quitter le plateau. Ah ouais, franchement. La politique de la chaise vide. Allez, c'est parti pour Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et Philippe Billiger, vous pensez que la justice pénale doit faire du bien aux citoyens? Absolument. Et pour une fois, je vais faire référence avec une certaine délectation à ma pratique judiciaire d'antan. J'ai été frappé par une histoire qui est arrivée à une malheureuse jeune femme qui se prénommait Amina et qui est depuis plusieurs années en recherche d'une justice équitable à son égard. Elle doit payer
payer à l'heure actuelle 23 000 euros parce que depuis des années, un certain nombre d'inconnus se font passer pour elle dans les transports. Et j'y ai pensé parce que lorsque j'étais chef, ne riez pas, d'une section du droit bancaire et de la fraude informatique durant 1 an au parquet de Paris, j'avais été frappé par les malheurs de ces malheureux qui se voyaient dépouillés de leurs documents d'identité, de leur carte bleue et de leur chéquier, et qui rentraient dans un maquis administratif et judiciaire permanent. Et j'avais mis au point, et c'était facile à faire, un certain nombre de formulaires qui permettaient de prendre les devants et de prévenir les administrations et les services publics du fait que ces victimes n'étaient pas les coupables. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand vous perdez vos documents, c'est terrible. Et donc, j'ai pensé à cela, et je ne comprends pas pourquoi la justice pénale est trop obsédée par la répression et non pas par le rôle d'assistance pénale, humaine, juridique. C'est un bonheur d'aider les gens. Et la justice pénale et les procureurs devraient le faire. Mickaël Sadoun. Bon, je crois que je vais être un petit peu à côté du sujet parce que je parle pas de justice pénale, mais de ce que moi j'ai connu, j'ai perdu à un moment ma carte grise, d'accord, de véhicule. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec mon permis, etc. Et mon véhicule était aussi avait un petit pet au phare avant, donc il y a eu immobilisation du véhicule. Il se trouvait que je ne pouvais pas lever l'immobilisation du véhicule sans avoir la carte grise et que je ne pouvais pas retrouver ma carte grise tant que le véhicule était immobilisé. Donc c'était une galère sans nom, et je me suis rendu compte que vraiment, en effet, il y a un problème. La suradministration en France peut causer du tort aux citoyens, c'est-à-dire que c'est quand même censé... normalement, ça a été conçu après la Révolution et sous Napoléon pour apporter des réponses efficaces et rapides aux citoyens, et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plus un empêchement qu'une aide. René Chiche. Ah non, mais moi je partage tout à fait. Alors il n'y a pas de débat parce que je partage l'avis de Philippe et de Mickaël. Il faut qu'on trouve des points de désaccord quand même. Vraiment, c'est vrai. Non, mais c'est... Je vais commencer à m'interroger. Non, mais c'est vrai, c'est au-delà de ce que vous avez si brillamment évoqué, c'est vrai que c'est l'état de la justice. Et alors, c'est pas pour reprendre aussi un exemple personnel, mais là, moi, il y a 2 jours, j'ai eu affaire à la justice, mais c'est un litige commercial, ça n'a rien à voir. Mais c'est épouvantable parce que la présidente voulait peut-être reporter encore dans 1 an l'audience. Voyez, c'est pas de 15 jours. Là. Heureusement, mon avocat qui est remarquable, non, mais c'est pas pour dire, a réussi à éviter ce qui aurait été quand même quelque chose d'un peu énervant pour moi. Mais on se demande comment fonctionne vraiment la justice. Qu'il y a eu, durant cette audience, il y a eu plein d'autres reports. Ça prouve bien que la justice, c'est vrai, là, a des... Je comprends pas qu'il n'y ait aucun gouvernement, aucun député qui ait pu mettre en place, voyez, soit un projet de loi visant vraiment à réformer. Alors peut-être, Philippe, peut-être que la machine de la justice que vous connaissez encore mieux que nous est peut-être difficilement, non pas réformable. Non, mais alors, est-ce que c'est aussi un manque de moyens ou pas? Philippe Bilger. Non, c'est pas un manque de moyens. Non, pardonnez-moi. Non, parce que moi j'ai l'impression que c'est un manque de moyens. Non, je crois que le manque de moyens humains et matériels, évidemment, on en aurait davantage. La magistrature ne gémirait pas. Mais ça devient une sorte d'alibi, le manque de moyens. Je suis persuadé que jamais le syndicalisme judiciaire ne considérera qu'il est assez pourvu. Donc, en attendant les moyens mirifiques qu'on espère, il faut travailler, il faut répondre à l'attente du citoyen. Mais Philippe Bilger, ce que vous racontez, ça ne nous prouve pas une chose. Les magistrats disent toujours, nous, on ne rend pas la justice au nom des victimes, mais au nom de la société, et que la justice, quelque part, se fout un peu des victimes. Je ne dirais pas cela, mon cher animateur. Même au nom du peuple français, ils disent. Parce que vous avez une pensée parfois un peu rapide. Et non, mais sérieusement, je crois qu'on peut espérer tout de même que la majorité des magistrats ayant en charge le domaine pénal ne sont plus dans cette dérive que vous dénoncez à juste titre, si elle existe. Le fait que aujourd'hui, en dehors de quelques idéologues du syndicat de la magistrature, je peux dire tout de même que la justice a conscience que les victimes, évidemment, tragiquement, font partie intégrante de leur mission. Vraiment, moi, c'est une impression vraiment de l'extérieur, et moi, je connais mal le sujet, mais
C'est comme ça que vous allez en parler. Non, mais on a quand même l'impression, en effet, qu'il y a une philosophie dans l'état de droit qui consiste à dire on protège d'abord celui sur qui l'État peut s'abattre de manière arbitraire, c'est-à-dire l'accusé, mais on oublie un peu, dans tout ce processus, celui qui doit être réparé, qui doit être, j'ose le dire, qui doit être vengé. Tout à fait. La victime. Je suis d'accord. La conception, mais là on n'aura pas le temps. Sur la conception de l'état de droit, je suis absolument de votre avis, parce qu'on a l'impression qu'il n'est fait que pour les transgresseurs. Voilà. Alors que je dirais, comme quelqu'un dont je parle trop peu, Bruno Retailleau, qu'il concerne la majorité des honnêtes gens. Merci beaucoup Philippe Bilger, le seul contre tous de René Chiche. Alors, non à la dénonciation médiatique, et vous pensez à Patrick Bruel. Voilà, bon, là depuis environ une semaine, effectivement, Patrick Bruel est accusé d'harcèlement, de viol, de tout, d'agression sexuelle. Là, je ne juge pas les faits, parce que personne ne peut dire quoi que ce soit aujourd'hui. Mais moi, ce qui me désole actuellement, et d'ailleurs ça reprend un peu le thème de la justice, c'est cette véritable maintenant dénonciation médiatique qu'il y a autour de plein de dossiers là. Vous voyez. Par exemple, Bruel, moi j'ai entendu il y a 2 jours, sur une autre radio pendant 12 minutes, une accusatrice qui parlait vraiment pendant 12 minutes sans quasiment être interrompu une seule fois par l'intervieweur, mais qui donnait des détails en plus tellement indécents, tellement abjects. Je vous dis franchement, ce qu'il disait, oui, il m'a mis la main dans la culotte, il m'a mis ensuite la main dans le sein, il a essayé de me faire un baiser avec la langue, etc. Tout ça, des détails, 16 ans après, mais en plus en direct à la radio. Or, pour moi, ce genre de fait, d'événement ne doit pas être rendu public. Moi, je trouve qu'on a maintenant un spectacle judiciaire médiatique permanent. Je pourrais donner d'autres cas que j'ai cités. Bon, il y a des cas qui d'ailleurs ont maintenant été, ont bénéficié de non-lieu. Absolument. Il y a Luc Besson, il y a, excusez-moi, j'avais noté parce que je voulais quand même préparer un peu le dossier, ce qui n'est pas mon cas d'habitude. Harry Habitant, vous voyez aussi, qui a aussi bénéficié. Ah oui, heureusement. Mais il y a d'autres gens qui ont été dénoncés publiquement et qui, pour l'instant, ne font l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune accusation. Je pense à Gérard Darmon, qui a été victime il y a 6 mois d'accusations de violence. Vous voyez, c'est aujourd'hui. Alors, Bruel, je sais pas, moi, personne ne peut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais moi, je serais carrément, vous voyez, pourtant, je suis pas le plus réactionnaire des vraies voix. Mais je trouve qu'il faudrait carrément, moi, je trouve, mettre en place une loi qui interdirait et punirait toutes ces fuites, vous voyez, médiatiques à outrance. Regardez, je prends même l'exemple de quelqu'un que j'aime bien comme chanteur, mais qui n'est pas une idole pour moi. Gims. On sait là qu'il a été mis en garde à vue. Oui. Il va être. Non, mais d'accord. Mais là, c'est pas une affaire de blanchiment. Mais oui, non, mais attends, non, mais justement, Philippe, très bonne remarque. C'est justement que je ne parle pas justement que de dossiers d'harcèlement sexuel. Même ce genre de dossier, vous voyez. Eh bien, ça devrait rester dans l'espace privé de la justice, du cabinet. Par contre, une fois effectivement qu'il y a un procès, alors là, effectivement, c'est plus public. Là, d'accord. Mais je trouve qu'on devrait mettre en place une loi, quelque chose qui protège, mais qui pourrait même nous protéger, nous, en tant que citoyens qui sommes moins connus que ces gens. Oui, même Bruel, actuellement. Moi, quand j'ai entendu la femme, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, mais pourquoi vient-elle pendant 12 minutes raconter à l'antenne les moindres détails? Je trouvais ça à la fois indécent, abject, et en plus totalement même un peu injuste. Moi, voilà, je trouve qu'on a aujourd'hui un spectacle judiciaire absolument effarant, moi qui me fait peur. Je trouve que la société d'aujourd'hui, vraiment, en termes de justice, de ce genre d'expression judiciaire, c'est un drame, vous voyez, c'est un drame pour moi. Philippe Bilger, la parole est à l'avocat général. En fait, René, sérieusement, non pas que je le connaisse à la perfection, mais vous rêveriez un peu du système anglais où on ne commencerait à parler des affaires qu'au moment où elles sont jugées, où elles font l'objet d'un débat public. Du procès. À un moment du procès. Mais ce que vous ciblez, et moi je pense beaucoup aux dénonciations lorsque le procès n'est plus possible, qu'on invoque la prescription. Je vous rejoins totalement. Il y a un grand avocat américain qui parlait de la culpabilité par dénonciation. Tout à fait. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on dit... Je dirais, par exemple, une chose quasiment impossible, que notre ami Philippe a commis des malversations. Bien sûr. Eh bien, il suffirait de le dire, et aussi honnête qu'il soit, il aurait un mal fou à battre en brèche cette accusation. Vu le nombre de fois où vous m'avez traité de truand, qui c'est qui l'a dit, on peut dire que c'est allé beaucoup plus loin que ça. Non. Mais là, je disais, mon visage montrait à quel point je ne croyais pas une seconde à cette accusation, parce que je ne parlais pas du sexuel en ce qui vous concerne. Merci. Alors, moi, je suis d'accord avec René Chiche.
Je suis d'accord avec René Chiche, vraiment sur toute la ligne. Ce qu'il a dit était juste et même époustouflant. Non seulement aux œufs, bien sûr. Non seulement. Mais je trouve ça très grave. Non seulement je serais pour interdire les médias de parler de ces affaires alors qu'elles n'ont pas encore lieu. Vous le dis, hein. Voilà. Pardon. Mais j'irai encore plus loin. Je serais pour responsabiliser les médias qui descendent des hommes qui n'ont pas encore eu le temps de se défendre, qui détruisent des vies, alors que parfois ça n'aboutit pas nécessairement à un jugement qui sont favorables à leur interprétation des faits. On a parlé d'Ibrahim Malouf aussi, pourquoi pas, qui lui a été accusé et qui finalement a été disculpé. Entre-temps, il y a quand même un dommage humain qui est important et dont personne ne se rend responsable. Et puis, ça participe d'une mauvaise logique médiatique. Les médias ont une espèce de passion pour le glauque. Je trouve que ça nourrit d'une manière très délétère cette époque. C'est de la trash information, souvent. C'est un dommage pour la démocratie et c'est un défaut pour la justice aussi, puisque c'est un procès qui est sans recours, sans contradictoire et donc sans justice. Bien sûr. Donc je trouve que c'est très grave et on devrait responsabiliser les médias de manière très importante. Je suis d'accord avec toi, Mickaël. Et en plus, quand même le procès a lieu. Non mais d'accord, mais toutes ces dérives médiatiques qu'il y a eu avant, ça peut rentrer dans la tête de ceux qui jugent. Ça peut influencer. Il y a des scandales qui ont été dénoncés par la presse et qui ont permis de changer les choses. Je vais vous prendre le Penelope Gate, par exemple. Ça a été une dénonciation médiatique. C'est le Canard enchaîné. Oui, mais alors c'était une connerie monstrueuse, le Penelope Gate. On a fait de ça une affaire de moralité énorme, alors que c'était une époque où tout le monde faisait ça. Oui, mais là, René, là où je trouve que Mickaël et vous, sur un certain plan, vous exagérez un peu lorsqu'il y a une procédure possible. Il n'est pas... Vous êtes des puristes du secret. Je veux dire, il est normal qu'on parle de cette affaire Patrick Bruel. Non. Dans le cabinet du juge, il est normal. À partir du moment où il y a une accusation qui peut être lancée de nulle part, il est juste qu'on en parle dans les médias. Excusez-moi, je termine juste rapidement. Moi, j'ai une amie journaliste sur une grande chaîne, sur une BFM, il y a 5-6 ans, qui a un problème de harcèlement comme ça avec quelqu'un. Elle n'a pas été pareille dans la presse. Elle a été voir une avocate spécialisée dans ce domaine. Après, elle s'est arrangée avec la personne qui... Vous voyez, il n'y a pas besoin, à chaque fois, de ruer dans les brancards et de remettre en cause, comme l'a dit Mickaël, la vie, la carrière et même l'honneur d'une personne. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit, bien sûr, de dénoncer des choses. Mais la justice doit écouter. Bien sûr. Mais est-ce que le tribunal populaire doit écouter? Exactement, non. que ça ne devienne pas un spectacle. Merci à tous. Dans quelques instants, on va parler de la fin d'une histoire de 80 ans. Air France quitte l'aéroport d'Orly demain pour ceux qui prenaient la navette, qui l'ont prise sur Bordeaux pendant des années, sur Toulouse, sur Marseille, sur Nice. Tous les vols Air France seront désormais, depuis Roissy, la fin de 80 années de présence d'Air France à Orly. Et on va en parler avec Michel Polaco, aviateur et journaliste spécialiste aviation. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Mickaël Sadoun. C'est désormais l'info en plus. Après 80 années de présence à Orly, Air France fera son dernier vol. Le dernier décollage ira vers Saint-Denis de la Réunion et le dernier atterrissage arrivera à Nice demain. Nous sommes en compagnie de Michel Polaco, aviateur et journaliste spécialiste d'aviation. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Michel Polaco, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment la fin d'une très longue histoire, 80 années. Oui, c'est une très longue histoire puisque Orly a commencé véritablement à remplacer le Bourget, qui était le grand aéroport parisien, vers 1960. Et donc, ça veut dire que Air France était déjà installée à Orly et qu'aujourd'hui, elle quitte cette plateforme qui est la préférée des Parisiens. Au moment où une ligne de métro permet de venir directement par le métro à l'aéroport d'Orly, la ligne 14, qui a été inaugurée il y a 2 ans, à un moment où, contrairement à ce qu'on dit à droite et à gauche, le transport aérien se développe, est en croissance, et c'est vrai que les lignes aériennes en France ne sont pas beaucoup en croissance. Ça tient beaucoup plus à des raisons politiques, puisque le gouvernement, après le Covid, a décidé d'interdire les lignes aériennes vers Orly et pas vers Charles de Gaulle pour ne pas nuire à Air France, vers Orly, à toutes les villes qui étaient à moins de 2h30 de train de Paris. Voilà, donc si vous voulez, tout ça, c'est une gestion de l'économie qui est assez bizarre, mais qui fait qu'Air France
va perdre les clients de ces lignes qui partaient d'Orly vers les Dom-Tom, par exemple, et que Transavia va essayer de remplacer Air France sur ces juteuses navettes que représentaient Nice, Marseille et Toulouse. Voilà. Bordeaux aussi, mais que Bordeaux avait été supprimé parce que Bordeaux est à 2 heures de TGV désormais. Exactement. Est-ce que, alors Transavia, il y aura beaucoup moins de vols. Est-ce que ça va être un gros handicap? Moi, j'ai pris la navette pendant des années sur Paris-Toulouse et je me dis, aller à Roissy quand on travaille sur Paris après, ça va pas être une sinécure. Est-ce que finalement les gens vont pas prendre le TGV se disant, je mets 4 heures au lieu de devoir aller à Roissy, arriver 1 heure avant pour l'avion et après c'est la Croix-la-Bannière pour arriver à Paris-Centre? Alors déjà, à Toulouse, c'est pas 4 heures, hein, c'est plutôt 5 heures. Et encore, la voie Bordeaux. Oui, Paris-Toulouse en TGV, c'est 4h30, hein, elle est rapide maintenant. Oui, c'est 4h30, et la voie Bordeaux-Toulouse rapide n'est pas encore établie. Et puis, bon, si vous voulez, c'est à côté d'Orly, il y a énormément d'activités industrielles. Oui. Donc, tous les gens qui pouvaient, dans la journée, faire l'aller-retour, et j'en ai fait partie souvent comme journaliste, faire l'aller-retour vers Marseille, Toulouse, Nice, etc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Transavia si l'offre de Transavia est intéressante, et sinon, ils vont répondre au clin d'œil sympathique qu'a fait EasyJet aux passagers d'Air France, puisque EasyJet a annoncé qu'ils allaient faire des tarifs et des facilités aux abonnés d'Air France sur toutes les lignes d'Air France qui partaient d'Orly. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne chose de quitter Orly, parce que ça va, le gros hub Air France au niveau mondial, c'est Charles de Gaulle? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est financier? C'est pourquoi ce départ qui était annoncé d'ailleurs depuis 2-3 ans? Oui, si vous voulez, c'est une affaire qui a été annoncée à la sortie du Covid. Air France perdait beaucoup d'argent sur ses lignes régionales parce qu'elle avait des coûts très élevés. Air France a voulu que ce soit Transavia, qui est sa filiale low cost, qui la remplace à Orly. Et quelque part, c'est une force économique qui a amené Air France à prendre ces décisions. C'est un besoin d'économie. Mais d'un autre côté, je pense que les compagnies aériennes qui sont à Orly ne peuvent que se réjouir parce que Air France avait un très bon service. Air France est une compagnie qui était très appréciée. Oui. D'ailleurs, même le personnel d'Air France est très triste. J'ai eu pas mal de gens d'Air France au téléphone très récemment. Ils sont très, très tristes. Et je dirais qu'ils ont été un peu surpris de voir que maintenant que le métro vient à Orly, c'est-à-dire que maintenant qu'Air France est encore plus près, alors que Charles de Gaulle est vraiment difficile d'accès, c'est le moment qu'Air France choisit pour s'en aller. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, même si c'est passionnant ce que dit Monsieur Michel Polacco. Non, mais, Monsieur Polacco, est-ce que cette décision d'Air France de quitter Orly pour aller à Roissy, est-ce que ça n'a pas entraîné quand même des pertes d'emplois au sein d'Air France? Alors au sein d'Air France, probablement peu, parce que vous savez qu'il y a des passerelles entre Air France et Transavia. Donc tout ce qui est Air France et qui voudra rester Air France, parce qu'Air France va continuer à desservir Nice, Marseille et Toulouse, mais vers Charles de Gaulle. Et donc, si vous voulez, il y a quand même, sur le plan du personnel, il y a des gens qui resteront Air France, et pour les lignes d'Air France qui disparaîtront d'Orly, pour une bonne part, elles seront remplacées par des lignes de Transavia, qui est une filiale low cost d'Air France, qui est en plein développement et qui, c'est vrai, commence à se faire sa place au soleil. Mais enfin, c'est pas Air France, voilà. Merci beaucoup Michel Polacco, aviateur et journaliste spécialiste d'aviation, pour la fin d'une histoire qui aura duré 80 ans entre Air France et Orly. C'est l'heure des 3 insolites de la semaine. Comme on n'a pas le bon Flavio, tiens, on va commencer avec une affaire qui s'est passée au tribunal dans le Nord. On va écouter une chanson. Laisse-moi t'aimer. Alors, est-ce que vous pensiez que cette chanson pouvait valoir un passage au tribunal? A priori, non. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces 2 voisins qui avaient des relations exécrables, l'un, son chanteur préféré, c'était Mike Brandt, et il a passé la musique à fond pendant des mois, au point que le voisin a fini par porter plainte.
L'affaire a été jugée au tribunal, mais il avait tellement marre qu'il a déménagé, le plaignant, et il a déménagé. Alors le sexagénaire qui avait dit, celui qui avait mis du Mike Brandt à fond, il dit, mais moi c'est mon chanteur préféré, je lui dis, laisse-moi t'aimer, on s'aime pas. Est-ce que vous savez quelle peine il a eu, Philippe Bilger, vous qui étiez avocat général? Je dirais pas un travail d'intérêt général, l'obligation d'aimer autrui. Non, c'est quoi? Je sais pas. Eh bien, il a été relaxé. Parce qu'il était prêt à s'excuser et que le voisin a déménagé, il a été relaxé. Comment vous trouvez cette histoire? Ah bah c'est drôle, bon, en même temps je trouve que c'est bête parce que Mike Brandt ça c'est agréable à écouter. Imaginez qu'il aurait mis du Annie Cordy ou de la compagnie créole, ça aurait été épouvantable pour lui. Et puis c'est si facile, laisse-toi aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, bon. Ah non, mais là, je réverbe. Excusez-moi, mais qui saura ce que la justice aurait dit s'il n'avait pas déménagé? Allez, une deuxième histoire folle. En Finlande, un homme a fait un excès de vitesse de 29 km/h. 59 au lieu de 30. Est-ce que vous savez quel a été le montant de l'amende? Je pense que ça doit être colossal. Je vais dire... colossal, là-bas. 20 000. L'équivalent de 5 000 euros. Non, 120 000 euros. Oh là! Parce que en Finlande, c'est adapté aux revenus de la personne. La personne roule en Bentley. Alors, il n'a pas eu de retrait de permis. À 60, c'était 30 à l'heure d'écart. Il aurait perdu son permis en plus. Et avec sa Bentley, il a pris donc 120 000 euros d'amende. Et il a fait pas mal de petits excès de vitesse ces dernières années. En 2023, il avait eu la même amende de 120 000 euros. Et en 13 ans, vous savez combien il a eu de PV pour ces petites amendes? Je sais pas, 50. Eh bien, écoutez, près de 400 000 euros. Donc, on se dit que là, ça fait vraiment mal aux... Mais c'est l'une des plus grandes fortunes de Finlande, ce monsieur, c'est pas possible. Il est très riche, manifestement, et il roule en Bentley. Donc, en général, visiblement, ça ne le dérange pas de payer. Ouais, donc, vraiment. Plutôt pas mal. Vous seriez pour l'adaptation des PV aux revenus? C'est pas absurde. Oui, c'est pas mal, ça. J'accepterais même de ne pas payer et de faire le double pour Michael. Allez, dernière question. Moi, je trouve ça absurde. Est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Ah oui. Que faites-vous le 11 avril prochain? Le 11 avril prochain, ils repassent pas, ils font pas un concert. Non. Il y a un bar à Paris qui s'appelle le Céleste, qui va lancer pour le 11 avril la sculpture, le concours de la plus grande sculpture sur beurre du buste de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc, si vous voulez y aller, c'est au Céleste à Paris, le 11 avril prochain. Alors, si vous mettez allumer le feu, la statue, elle va fondre. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi en beurre particulièrement? Écoutez, c'est une idée. Moi, j'ai trouvé ça amusant dans les insolites de la semaine. C'est même extrêmement amusant. Compte tenu de vos habitudes, il vous reste du beurre? Oui, mais plus l'argent. Et donc, ça vous dirait d'y aller voir la statue en beurre de Johnny? Non, pas à ce point-là. Moi, en revanche, je vous proposerais un concert avec un sosie. Il y a un gars qui est formidable. Jean-Baptiste Guégan. Oui, Jean-Baptiste, voilà. Un sosie vocal. Moi, j'ai un très bon pote qui est un des sosies de Johnny et qui fait de très bons concerts. C'est vrai. C'est Richie, bien sûr, Richie Tarot qui chante très bien et qui a la même voix que Johnny et il lui ressemble à... Mais Richie, c'était pas un choriste de... Non, c'est pas le choriste, là, non. Je sais pas si vous avez vu le film Podium qui concerne ces sosies. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Allez, il est 17h57. Dans quelques instants, le Flash. Après le Flash, mon coup de gueule. 58 millions d'arnaques qui passent crème. Moi, je suis scandalisé. On se retrouve tout de suite. Tiens. Sud Radio. Merci beaucoup, Rémi André. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche qui veut... Est-ce que je peux juste me permettre de faire un petit coucou à Pauline et Gloria qui m'écoutent? Je vous embrasse, mes shoots. Voilà, ça au moins c'est dit. Moi aussi je vous embrasse, Pauline et Gloria. Bravo, super nickel. Rédacteur en chef, adjoint du site idbooks.com, site d'information culturelle. Philippe Bilger. On a le droit de faire des signes à toutes ces maîtresses? Non, parce que vu le nombre des vôtres, moi je n'en ai on est obligé d'annuler la soirée. Moi aussi, il y en a certaines qui écoutent. Je vous aime toutes autant les unes que les autres. Ne soyez pas jalouses. Et Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication. Et c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 18 villages répartis un peu partout en France. Pourquoi 18 villages ? Parce que c'est le nombre de centres de santé concernés par une arnaque à l'assurance maladie qui m'a mis hors de moi vu le montant et la facilité de mise en place. 58 millions d'euros. Vous avez bien entendu, ce sont 58 millions d'euros qui ont été détournés par des malfrats, dont 7 ont été arrêtés, mais un seul en prison, les 6 autres étant sous contrôle judiciaire. Et la méthode est simple, usurper les données de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ce qui permet de facturer 100% des soins à l'assurance maladie, qui, évidemment, les a payés rubis sur l'ongle. On pourrait penser qu'on est tombé sur des génies, des gens qui sont à l'assurance maladie, ce qu'Albert Spaggiari fut à la Société Générale, mais on reste pantois en voyant que, au centre de santé de Marseille, la facturation a été en partie faite au nom d'un dentiste décédé en 2021. Un dentiste bien évidemment totalement innocent, mais comment expliquer qu'il ait fallu attendre 2025 pour se rendre compte que des soins étaient faits par une personne ne relevant plus de la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, mais de la CPAMAD, la caisse primaire d'assurance maladie de l'au-delà ? Comment expliquer aux allocataires qui cotisent toujours plus pour toujours moins de remboursement qu'ils sortent de leur poche pour des centaines d'euros pour les soins dentaires, tandis que sans le moindre problème, l'assurance maladie gaspille 58 millions d'euros, une somme qui doit être infinitésimale quand on voit la facilité à frauder. Comment expliquer, alors que le fisc vous redresse au moindre oubli de déclaration de revenus, que 58 millions de fraudes puissent passer sans le moindre problème, alors où nous sommes tous fliqués pour tout et n'importe quoi. Manifestement, les voyous ont bien fait, puisque seuls un peu plus de 300 000 euros ont été saisis, et que des gels d'avoirs sont en cours, des gels qui doivent être une goutte d'eau par rapport au total de la fraude, mais rien de grave, les couillons, c'est-à-dire nous, sommes toujours là pour payer. Philippe Bilger. Il y a une seule erreur dans votre admirable indignation, c'est que vous n'êtes pas un couillon. Ah si, Parfois, si. Non, on peut pas le dire. Ah si, même en étant lucide, on peut pas le dire. Mais plus sérieusement, moi, ce qui me scandalise devant ce que vous dénoncez si bien, c'est le fait qu'il n'y aura aucune sanction. Je veux dire, il y a quelqu'un qui, derrière, a commis plus qu'une négligence. Ils ont été incapables pendant 3 ans, si je compte bien. Oui, 4 ans. Et on en fait quoi de ces gens-là ? Je ne sais pas ce qu'on en fait, mon cher Philippe, mais bon, c'est tout le 58 millions. Non, mais c'est énorme. Mais c'est vrai qu'on se demande comment l'administration ne réagit pas plus par rapport à ce genre de. C'est un véritable scandale, ça faut le reconnaître. Moi, je connaissais pas le dossier, hein. Mais il y a beaucoup de problèmes aussi, non seulement par rapport à l'assurance maladie, mais aussi aux fausses. Il y a maintenant même des retraités qui n'ont plus droit à leur retraite, qui seraient morts, mais il y a des gens qui les reçoivent à leur place, etc. C'est ça. Donc je sais pas, il y a tout ça. Mais vraiment, en tous les cas, 58 millions d'euros, c'est incroyable. Comme j'ai lu le dossier, j'étais fou furieux. Mais bon, en même temps, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons, hein, et le pigeon, c'est souvent l'État. Oui. Donc il faudrait quand même. L'État, c'est nous. Oui, Michel, l'État, c'est nous. Oui, bien sûr que l'État, c'est nous. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression que l'État français est tellement lourd de procédures. Et multipliant les agents qui ne servent à rien, il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette, et du carbone aux énergies, à d'autres arnaques, etc. Désolé de vous dire qu'il y a un moment où on inviterait quand même l'État à avoir une gestion plus méticuleuse de l'argent public et un contrôle plus strict de ce qui se passe. Surtout quand c'est remboursement 100% qui prend tout en charge et qu'évidemment tout est payé par le contribuable. On le voit très bien dans l'escroquerie à la taxe carbone. Bien sûr. Vous avez raison, c'est fin ce que vous avez dit, Michael. Mais vraiment, c'est-à-dire l'exagération de la complexité. Mais en même temps, il reste qu'il y a des malhonnêtes. Bien sûr, mais il y a toujours des petits malins en face. Mais dans l'exemple du carbone, pour moi, le problème de base, c'est ce système d'échange de quotas qui a été fait par des énarques et des polytechniciens qui sont pas capables de comprendre qu'en face d'eux, il y a des gens qui ont fait moins d'études qu'eux, mais qui sont des petits malins. Parce que les mecs qui ont fait le carbone, Zawi et les autres, c'est quand même des gens
qui sont pas la moitié d'un con, qui savent comprendre des systèmes complexes et en faire leur beurre, qui derrière mettent des gens qui ont une capacité à vendre, à impressionner, qui ont une personnalité, qui sont capables de mettre des systèmes en place. Bon, et ils voient les failles. Mais pour moi, je l'ai toujours dit, à la sortie de l'ENA, je mettrai une session obligatoire avec un Marco Mouli pour que ces gens vous ne critiquez pas l'ENA, s'il vous plaît. Mais mais il faut que ces fonctionnaires comprennent qu'en face, Marco Mouli, c'est quelqu'un qui existe. Oui, bien sûr. Et qu'ils vont se retrouver confrontés à des mecs comme ça, qui ont parfois un talent qu'eux n'ont pas. Les vraies voix, dans quelques instants, nous allons avoir un ministre. Un ministre de la simplification. Ce qui vaut le coup de gueule n'est pas inutile. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Johan de Malmort, il était même venu nous rendre visite à Aubagne, chez les buralistes. Pourtant, il est bien vivant, le gars. Sud Radio. 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Mickaël Sadoun. Et c'est l'heure du ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est un ministre de la simplification, quelqu'un qu'on connaît. Il nous avait rendu visite chez les buralistes à Aubagne. Johan, bonsoir Johan. Bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Un plaisir de se retrouver. Alors, monsieur le ministre de la simplification, c'est marrant, Johan c'est un prénom hollandais et la simplification c'est François Hollande. Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure, monsieur le ministre? Merci pour cette introduction, mon cher administré. Eh bien, écoutez, je vais parler d'un sujet qui est un peu technique, mais qui touche tout le monde, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Et une des mesures que je souhaite porter est la simplification des documents, notamment cartographiques, liés à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un empilement de cartes qui sont censées régir comment vous pouvez construire ou pas, comment vous pouvez étendre votre maison, faire une piscine ou que sais-je dans votre propriété. Selon les communes ou les départements dans lesquels vous habitez, vous pouvez avoir 5-6 cartes qui se contredisent quelquefois parce qu'elles ne sont pas du tout maintenues à jour. Et donc, du coup, je souhaiterais que l'on réduise tout cela à une seule carte unique qui permette de régir la politique d'aménagement de la ville et du territoire. Bien. Philippe Bilger, ça vous va comme choc de simplification pour l'aménagement? Oui, au moins, comme la mesure est unique, elle serait facile à appliquer. Mais vous n'en avez pas d'autres dans votre carquois? Ah, si, mais comme Johan est une flèche, il en a dans son carquois, bien évidemment. Je sais que vous avez une relation privilégiée avec un citoyen ici, mais... Ah, si, de la simplification, il y aurait beaucoup de choses à faire, cher Philippe. Ça, c'est clair que ça ne manquerait pas. On pourrait penser aussi à réfléchir à réduire aussi les délais, par exemple, puisqu'on est dans l'aménagement du territoire, à réduire tout ce qui est délai d'obtention des permis. Je sais pas si parmi vous, peut-être vous avez voulu construire, je sais pas, un petit garage dans votre propriété ou pour ceux qui ont la chance de vouloir faire une piscine. Ben, c'est une tannée, c'est des fois 2, 3, 4 mois, c'est des fois aussi des voisins qui peuvent avoir 2, 3, 4 mois pour pouvoir revenir sur une décision qui aurait été accordée par exemple par votre mairie, parce que un droit de préemption. Voilà, donc ce sont des choses, je l'entends un petit peu complexe, un petit peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde peut être impacté par cela. Parce que si on simplifie les choses, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir aussi voir plus clair dans à quoi va ressembler ma ville d'ici 5 à 10 ans. Alors on va faire réagir René Chiche à vos propositions, monsieur le ministre. Bah écoutez, concernant ça s'arrête, il me fait rire. Il me fait rire, Philippe Bilger. Il me fait rire. Pardon. Non, j'approuve tout à fait ça. Bon, on va faire réagir Mickaël Sadoun, parce que Philippe Bilger, vous êtes d'accord, Mickaël Sadoun, avec la simplification? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, si je trouve qu'il y a un défaut général de la France qui se ressent dans ce que dit notre auditeur, c'est que la France a la fâcheuse tendance à vouloir encadrer en amont et à ne pas sanctionner en aval. Alors en effet, il y a toujours des procédures impossibles pour faire des choses, mais du coup, le citoyen est déresponsabilisé. Moi, je trouve qu'on devrait faire exactement
exactement l'inverse, c'est-à-dire plus de liberté, mais en même temps plus de responsabilité. Si celui qui veut faire sa piscine veut la creuser, il faudrait moins de normes, d'obligations. Par contre, s'il y a un moment où ça cause du tort à son voisin, à l'environnement ou autre, eh ben, il en serait responsable. Donc je trouve qu'en France, on a trop tendance à vouloir encadrer les choses en amont et pas assez en aval. Je m'excuse pour ce fou rire, mon cher Johan, mais je suis tout à fait partisan de votre mesure de simplification. Par exemple, on pourrait même simplifier d'autres choses, à part votre excellente idée là, de carte. Mais par exemple, moi je suis pour, par exemple, en termes d'allocation. On devrait faire une seule allocation unique. Ah bah certains parlent entre les APL, le RSA, etc. On en parlait hier soir dans les débats. Voilà une forme de simplification qui devrait exister, franchement, parce que toutes ces allocations qui s'accumulent à droite, à gauche, on devrait en faire une. Je ne comprends pas, encore une fois, alors je fais très réactionnaire, très de droite ce soir, moi. Je sais pas pourquoi. Non, mais je ne comprends pas pourquoi l'État n'a pas modernisé ce genre de choses au quotidien qui concernent vraiment la vie des Français, vous voyez. Johan, vous êtes d'accord avec ça ? Johan ? Absolument. Mais même d'un point de vue fiscal, on a tout un chemin à parcourir. Vous parliez des allocations. Effectivement, tout ce qui est aide contributive ou solidaire devrait être simplifié. D'abord, elle porte des noms impossibles à comprendre. Exactement. D'en faire qu'une seule, d'avoir aussi une règle en fonction qu'on choisit démocratiquement, que ce soit un coefficient familial, que ce soit un revenu, quelle que soit la règle, et qu'on en décide qu'une une fois pour toutes, et après qu'on puisse l'adapter à tout un chacun. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous félicite parce que le choc de simplification, on est très nombreux à l'attendre dans ce pays. Et tout de suite, quelque chose qui n'aura jamais de simplification, puisqu'il représente la quintessence du jeu intellectuel, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et sans tricherie. Ah oui. Mais pas, il paraît qu'on triche ici. Ne me regardez pas. C'était naturel. S'il y a un homme qui ne triche pas ici, c'est bien moi. Qui c'est qui l'a dit ? Trump, le seul éléphant au monde qui se promène avec son propre magasin de porcelaine. Ah, c'est assez bon. Quelqu'un qui ne l'aime pas, LFI, donc... Non, c'est pas du tout LFI. Un anti-LFI pur et dur. Barreau ? Non. C'est pas Maluret ? Bonne réponse de Philippe J'ai écouté Bilger. un extrait hier. Claude Maluret, sénateur centriste. Qui c'est qui l'a dit sur le Moyen-Orient ? Cette guerre n'est pas la nôtre. Catherine Vautrin. Non, c'est le cornu. Non, mais Vautrin l'a dit ce matin. Oui. Ah bon, elle l'a dit ce matin. Et je l'ai écouté ce matin. À la radio. Vautrin sifflera. Là, elle était facile. Qui c'est qui l'a dit ? Ce que j'observe, c'est qu'au sein de la gauche, il y a une gauche de rupture qui est en dynamique, que l'on représente, et de l'autre côté, une gauche d'accompagnement qui a tendance à se tasser. Ça pourrait être Bompard. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bravo, je suis pas dans le truc là. Manuel Bompard, député LFI. Qui c'est qui l'a dit sur Éric Zemmour ? Je ne peux pas annoncer sa candidature à sa place, mais j'espère qu'il sera le meilleur. Voilà. Ça. René Chichon. Sarah de son prénom. 2-2-0. Michael Sadoun, je vous rappelle, vous êtes la caution intellectuelle de l'émission. Oui, non. Mais vous vous êtes trompé. Vous me donnez un rôle qui n'est pas le mien, mince. Putain. Pas de fausse Vous voyez pas que je suis en face de caution. Mais je vous assure, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais Philippe Bilger et René Chichon ont un niveau de culture qui excède très largement le mien. Ce que j'aime chez Michael, c'est sa lucidité. Mais non, mais allez, qui c'est qui l'a dit ? Je pense que Rachida Dati est trop clivante, trop souvent Bournazel. Il a été plus rapide. Bournazel. Oui. René Chiche a été plus rapide. Oui, mais il attend même pas la fin de la phrase. Votre réponse. Et non, énervé, hein. Et c'était ce matin au micro de Maxime Yédo sur Sud Radio. Absolument. Qui c'est qui l'a dit ? Les Américains ne soutiennent plus l'Ukraine. Barreau ? Non. C'est pas le. Oui, j'ai entendu. C'est pas Bellamy. C'est pas quelqu'un qui craint pour l'Ukraine là. Pas Le Drian ? Oh là là. Réponse de René Chiche, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères. Et envoyé spécial du président Macron au Liban. Absolument. Qui c'est qui l'a dit ? Je suis irréconciliable avec le chef de la France insoumise. Fort. Bonne réponse. J'ai pris un point, putain.
Vraiment. De Mickaël Il faut que je Bravo, sauve Mickaël. l'honneur. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Ah, ben, c'est bien gentil. Qui c'est qui l'a dit sur les heurts dans les mairies LFI? Il n'y a pas de sédition possible dans les communes de la République. Quelqu'un qui... Darmanin Non. Retailleau Non. Non. Donnez-nous une petite indication. Juste une petite... Très haut placé. Bah, Le cornu Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. On pourrait avoir des questions vraiment culturelles. Bah non, je voudrais pas que vous fassiez 0. Qui c'est qui l'a dit sur les prix des carburants? Les seuls profiteurs de crise, c'est le RN. Alors c'est un ministre qu'on n'a jamais cité. Que je connais. David Amiel. Bonne réponse. Non, parce que je le connais. C'est ministre de l'Action et des Comptes Publics. Qui c'est qui l'a dit, toujours sur les carburants? Il faut une mesure rapide, la situation est dramatique. Bardella? Non. Marine Le Pen? Non, c'est un chef de parti. Un chef de parti? Non. Retailleau? Non. Non. Ciotti? LFI? Non. Attendez. Non, Un chef de parti. Un chef de parti qui a été plusieurs fois candidat à la présidentielle. Dupont-Aignan. Bonne Non, j'ai dit avant. Ah, non. Là, Ouais, il fallait dire de micro-parti. J'ai dit avant. mon cher arbitre. Marie, qui a été le plus rapide? Marie. Elle écoute même pas. Bon, elle va faire la VAR. Vous avez dit Dupont-Aignan en plus alors qu'on dit Dupont-Aignan. Oui. Ah, moi j'ai dit Dupont-Aignan. Elle a dit Philippe Bilger, moi je croyais que c'était vous. Hein. Ah ben c'est normal. Merci Marie. Allez, une petite dernière pour la route. C'est Allez, normal. un point chacun. Vous Oui, êtes si. Et allez, même un point pour Mickaël aussi. Allez, donnez-moi. J'en manque en plus. Mais sérieux, un point Allez, chacun. qui c'est qui a dit une petite dernière pour la route? Visiblement, ni militairement, ni politiquement, Trump ne sait où il va. Oh. C'est un eurodéputé qui a très longtemps été homme de radio. Bernard Guetta. Bonne réponse de René. Non mais il est Chiche. trop fort, j'en ai marre. Oui, mais Et même en vous mettant le Non, point, mais c'est vous le mettez impossible. pas, il est devant. Et heureusement, que j'ai pas dit David Guetta. Ouais. Oui, qui est son frère. Ouais, Bah lui, il connaît la chanson. Ça fait combien le score, excusez-moi? 6 points pour René Chiche. Oh la Et vache. j'ai compté le point, Ouais. j'ai fait du social avec Philippe Bilger, 4 points. Mickaël a 2-3 points quand même. Non mais quand t'as... Non, bah non, Mickaël, non, un j'ai point. un point. J'en ai un. C'est dramatique. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Vous m'avez sorti que des inconnus aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron est totalement inconnu. Allez, dans quelques instants, la question du soir. Faut-il supprimer le Centre national du cinéma et de l'image animée? Eh bien, vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Mickaël Sadoun. Et c'est l'heure de la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. La streameuse Ultia a été renvoyée de la commission du Fonds d'aide à la création pour les plateformes du Centre national de la cinématographie du cinéma pour des propos polémiques sur ses critères de sélection des projets. En clair, elle disait qu'elle saucerait ses copains, c'est-à-dire qu'elle les arroserait de subventions, et que si les gens ne pensaient pas comme eux, elle... Bah si, j'ai vu la vidéo, cher ami, hein. Oui. Et que s'ils ne pensaient pas comme elle, bien, ils n'auraient pas de subvention. L'organisme public a décidé de mettre fin à ses fonctions, estimant que ces déclarations remettent en cause son impartialité. Et la question est, faut-il supprimer le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée? Et vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Xavier de Bordeaux. Bonsoir, Xavier. Bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Supprimeriez-vous le CNC? Je pense que ce serait une grave erreur en fait de supprimer le CNC pour plusieurs raisons. Déjà pour défendre la France au niveau international, le CNC en fait c'est l'outil qui nous permet de rayonner sur le plan culturel. La France est le pays qui a inventé le cinéma et la culture cinématographique, c'est un moyen pour la France d'avoir du soft power, de rayonner à l'international, de peser dans les relations diplomatiques, d'importer, d'exporter nos concepts culturels, notre vision du monde. Donc sur le plan géopolitique en fait c'est une grave erreur, mais après sur le plan économique, en fait, ce serait une erreur parce que la filière cinématographique française et audiovisuelle en général, parce que le CNC soutient le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo,
est une filière qui génère quand même 30 milliards d'euros de PIB par an. C'est considérable. On est une des plus grandes nations au monde dans le cinéma. Nos films s'exportent partout dans le monde. D'ailleurs, un des plus grands festivals de cinéma a lieu en France. Et par ailleurs, supprimer le CNC, qui est l'outil majeur de la politique publique depuis 1946 pour soutenir la filière cinématographique, si on supprime le CNC, on donne beaucoup plus de pouvoir à qui ? En fait, on donne beaucoup plus de pouvoir aux plateformes étrangères, aux majors de la production internationale. Donc en gros, on faciliterait l'importation des productions américaines et anglo-saxonnes sur le sol français. Et c'est pas ce qu'on veut. Je pense qu'on a besoin d'avoir une France qui rayonne sur le plan culturel, qui défende sa singularité. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a un pays dont on est fier. C'est grâce aussi au cinéma, à l'audiovisuel et aux jeux vidéo également qui sont soutenus par le CNC. Restez avec nous, Xavier, on va faire réagir les Philippe. Est-ce que vous me permettez, mon cher Philippe, ce sera mon intervention, de poser une question à Xavier. Mais bien sûr. Directement. Alors Xavier, vous connaissez bien le cinéma à l'évidence, comme notre ami René Chiche qui interviendra tout à l'heure. Mais est-ce que vous ne croyez pas que que le CNC ne procède pas assez à des discriminations dans les subventions au regard de la qualité des films? Et seconde interrogation, est-ce qu'au fond ça ne conduit pas le cinéma français et les réalisateurs à être totalement indifférents à la qualité de leurs films, puisque de toute manière ils auront ce qu'ils souhaitent sur le plan financier? Bonne question. Effectivement, on peut contester certains fonctionnements du CNC. En fait, pour être précis, il y a deux systèmes d'aide au travers du CNC. Les aides automatiques qui sont en fait délivrées entre guillemets automatiquement selon le niveau des réalisations précédentes des réalisateurs sociétés de production. C'est-à-dire que grosso modo, si vous avez fait des films qui ont généré suffisamment de recettes, vous avez un compte épargne qui est créé auprès du CNC et ce compte va se débloquer automatiquement pour vos prochaines productions. Et le biais de ce système, c'est que ça peut pousser les sociétés de production à créer des films qui sont parfois des navets, simplement pour utiliser ce compte automatique. Par ailleurs, sur le second point, il y a un deuxième dispositif, c'est le dispositif des aides sélectives. Et ici, le fonctionnement repose sur la volonté de soutenir des paris culturels risqués, c'est-à-dire notamment les films à petit budget ou les films qui sont réalisés par les premiers films de réalisateurs, quand les réalisateurs n'ont pas d'expérience, n'ont pas de notoriété, c'est quand même risqué sur le plan commercial. Et donc là, on a des aides sélectives. Alors parfois, ça crée des succès. Et parfois ça crée des échecs. Et donc là encore, il y a un biais, on peut le contester parce que parfois on va mettre de l'argent sur des projets qui vont pas trouver leur public, mais parfois c'est aussi la manière dont on va permettre de faire découvrir de nouveaux réalisateurs, découvrir de nouvelles œuvres artistiques. Donc c'est aussi le pari du fonctionnement du CNC, c'est soutenir l'industrie pour les grosses productions, pour les petites productions, prendre des risques et faire vivre la diversité culturelle. Je rappellerai juste une chose, c'est que le principe de l'allocation des aides, c'est de soutenir la diversité des œuvres. Alors, René Chiche, oui. Mickaël Sadoun, pas trop long parce que ça réagit au 0826 écoutez, Xavier dit beaucoup de choses, il connaît très bien le sujet visiblement. Bien sûr que non, il ne faut pas supprimer le CNC. Parce que d'abord, le CNC ne coûte pas 1 euro aux Français, aux contribuables, vous le savez. Non. Mais non, mais pas du tout. Mais pas René, du tout. C'est toujours payant. Pas du tout. Sur 777 millions mais pas du tout. de financement du CNC, il y en a au moins 150 millions qui vient d'une taxe sur les salles. Non, mais ça retombe sur les Français d'une manière ou d'une autre. Si vous allez au cinéma, le CNC prend déjà à peu près 11% ou 10% sur la place de cinéma. Donc c'est payant. Mais oui, mais d'accord, mais ce n'est pas un impôt direct sur le cinéma. C'est une taxe. C'est une taxe. Mais dans ces cas-là, allez au cinéma. Dans ces cas-là, excusez-moi, quand vous faites le plein, la taxe sur les produits pétroliers, non, excusez-moi. Mais c'est une taxe qui gonfle le prix de tous les produits culturels. Comme le disent souvent les détracteurs du CNC, qui disent que le CNC est un impôt. C'est des taxes affectées. Si vous allez au cinéma,
vous contribuez à la production du cinéma. Oui, mais vous contribuez, ça veut dire vous payez. Mais ce n'est pas un impôt, c'est au contraire. Mais pas du tout, ce n'est pas un impôt. C'est une contribution tout à fait positive. Vous œuvrez pour la production, et d'ailleurs pas que la production. Les aides aux salles, il n'y a pas aussi que les aides à la production, les aides tout ça, il y a bien d'autres choses. Alors je suis désolé, le budget du CNC, c'est 20 millions d'euros. Je crois que j'ai pas l'avis majoritaire, donc je vous émets quand même ces éléments d'information. Alors bien sûr, le budget du CNC est énormissime, 777 millions d'euros. Pour moi, dans un contexte de difficulté budgétaire, dans un contexte de difficulté budgétaire, c'est intolérable. Le budget du CNC, c'est 20 millions d'euros. L'État devrait se désengager quand même de ces activités culturelles qui, désolé, relèvent du privé, de la consommation, sauf sur la partie peut-être, en effet, distribution, négociation à l'international pour la promotion de la culture française et éventuellement pour la valorisation du patrimoine français. Ensuite, il y a des dépenses qui ont été exagérées du CNC, qui ont même été critiquées par la Cour des comptes, par un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'ils ont multiplié les dispositifs de financement qui sont incontrôlés, et on le voit avec cette polémique de Ultia, que ça part dans tous les sens selon des critères qui ont évolué, qui sont de plus en plus politiques, c'est-à-dire contraintes d'éco-production, représentation des minorités. Non, mais il n'y a pas que ça, c'est une caricature. Une certaine vision. Mais c'est sur le site du CNC. Le budget du CNC, c'est pas sur le site du CNC. Le budget du CNC, c'est pas 770 millions d'euros. Je considère que c'est de plus en plus politisé. Je peux citer un autre exemple. Jean Massier, le streamer, le youtubeur, fait un contenu éminemment politique que j'estime d'extrême gauche. Il est financé par le CNC chaque année depuis 2019. Donc il y a un moment quand même où il faut dire les choses. Je suis désolé de vous dire, je suis pas anti-culture, mais il faut arrêter de se cacher derrière ce paravent de la promotion de la culture française, alors que derrière c'est un engagement politique. Mais vous caricaturez, le CNC ne finance pas que ça. Par exemple, j'ai vu il y a 2 jours une énorme daube par pourtant un très bon réalisateur, Gérard Jugnot, qui s'appelle Mauvaise Pioche. Il a eu l'aide du CNC. Vous avez des réalisateurs de gauche qui n'ont pas eu l'aide du CNC, je vous le signale. Mais par exemple, Mathieu Kassovitz n'a jamais eu. Attendez, je termine. BHL, il l'a eu. S'il vous plaît, je lis un chiffre. Au global, les produits des taxes affectées au CNC poursuivent leur progression en 2024 pour dépasser les 870 millions d'euros. Mais c'est pas le budget du CNC. C'est les taxes qui s'y perçoivent. Le budget 2025 mis en avant par le Sénat, 777 millions d'euros. Et le financement, c'est 1,2 milliard. C'est les chiffres. Non, mais ce n'est pas le budget du CNC. Le budget du CNC est de 20 millions d'euros. Il y a 450 personnes qui travaillent au CNC. Mais si, mais attendez. C'est pas le budget interne. Mais si, c'est le budget de fonctionnement du CNC. Mais si, tu confonds. On va prendre réaction 0826 300 300. C'est pas le budget de fonctionnement des gens qui bossent au CNC. Mais c'est le budget qu'il a à sa disposition. Mais s'il vous plaît, ce sont les recettes qui prennent sur les. Non. Mais le CNC, c'est ça la base du CNC. D'ailleurs, le CNC, ça a été créé par André Malraux, général de Gaulle. René Chiche. Toi qui es gaulliste. Ah bah si, le CNC a été créé en 60. René Chiche. Non, s'il vous plaît. Pardon. Ça fait 5 minutes. On a Fabrice qui attend, qui a appelé. Bonsoir Fabrice. Bonsoir tout le monde. Vous voyez, il faut faire la police ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cécile n'est pas là, ça se voit. Madame la préfète. On vous écoute, Fabrice. Alors, je pense que en fait, il y a plusieurs questions qu'on légitimement peut se poser au-delà du financement, au-delà du budget. L'introduction de la politique dans tous les niveaux, on le voit et on le constate, et c'est malheureux. Le patrimoine français a besoin d'être supporté. C'est un fait. Tout ce qui est cinématographie, séries, audiovisuel, on a besoin aujourd'hui de défendre un peu nos fleurons industriels. On voit comment ça se passe dans d'autres industries. Et cette polémique, on la retrouve dans d'autres sujets. On peut parler de France Télévisions, on peut parler de tout ça. La vraie problématique, c'est peut-être de recontrôler un petit peu les distributions et les contrôles, et de redéfinir les règles. Entendre ce qu'on a entendu sur cette polémique en disant je vais saucer mes amis, et c'est très bien, c'est lamentable. Et il faut qu'il y ait beaucoup plus de preuves de neutralité dans ce genre de choses. Et voilà, je pense que supprimer le CNC, c'est une mauvaise idée. Alors, vrai sujet. Alors, je suis sur le site du Sénat. Les ressources du CNC en 2025, c'est 800... Oui, les ressources. Vous permettez? Pardon.
892 millions d'euros. Ressources propres destinées au soutien, ressources propres. Après, c'est éclaté, mais on est très au-dessus de 20 millions d'euros en termes de ressources. Mais vous parlez de quoi? Des ressources ou du budget? Des ressources. Ah bah oui, c'est la même chose. Attendez, non mais je vous pose une question. Est-ce que quelque part, c'est normal que des streamers, comme le disait très justement Mickaël Sadoun, très à gauche par exemple, touchent 160 000 euros du CNC? C'est pas du cinéma, c'est une plateforme d'opinion. Mais parce que le CNC ne finance pas que le cinéma. Le CNC finance le cinéma, finance les documentaires, finance le dessin animé, c'est pas terminé, finance l'aide aux salles, finance l'aide à la restauration des films, finance maintenant effectivement même les séries télé. C'est politique, René, c'est politique. Ils financeront jamais un documentaire qui est dédié aux méfaits de l'immigration. Jamais. Parce que c'est un milieu qui est naturellement à gauche. Donc toutes les œuvres qui sont sélectionnées sont compatibles avec cette idéologie de gauche. Philippe, c'est étrange comme René connaît le sujet sur le plan technique et financier, mais là, quand j'entends Mickaël dire que le CNC est naturellement voué à ne jamais favoriser des créations de gauche sur le plan des documentaires, c'est une évidence. De droite. Oui. Non, parce que quand on voit la liste des streamers qui sont subventionnés, ils sont tous, on peut le dire, à gauche toutes, soit dit en passant. Les trois quarts au moins. Si vous mettez tout de suite dans l'optique que le CNC est un ultra... Excusez-moi, excusez-moi de parler d'expérience. J'ai été membre il y a 10 ans d'une commission du CNC pour les courts-métrages et les documentaires en tant que journaliste. Mais l'homme de gauche que tu es, ça ne m'étonne pas. J'avais à côté de moi quelqu'un du Figaro, Olivier Delcroix, qui est un journaliste du Figaro. J'avais deux chargés de mission du CNC. C'est pas vrai, ce sont des caricatures. René, ça c'est sans parler du fait que la direction du CNC est choisie par l'exécutif, donc forcément dépendant d'un pouvoir politique. Oui, donc c'est un organe qui est éminemment politique. Non, c'est faux. C'est faux. L'actuel directeur du CNC, c'est l'ancien directeur de cabinet de l'ancienne ministre de la Culture. Mais alors, quand c'était à droite, c'était avec ces conditions des gens de droite qui dirigeaient le CNC. Mais moi, il y a toutes sortes, je suis désolé, il y a toutes sortes de films qui sont financés par le CNC. C'est pas vrai. Allez, 18h42. Merci à Xavier et à Fabrice d'avoir réagi au 0826 300 300. Dans quelques instants, la phrase du jour. Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Mickaël Sadoun. Moi j'ai envie de dire que CNC ça veut dire chiche non conforme. J'allais trouver une autre appellation. Allez-y. La dernière, j'aurais été grossier. En tout cas, vous avez très bien choisi les sujets, mon cher. Oui, c'est vrai. C'est avec François-Louis Bourneau qu'on l'a fait ce matin. Et je le dis avec une forme d'étonnement. Non, mais excusez-moi, mais ces sujets, c'était pas du cinéma. Allez, c'est l'heure de la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. La réalité, c'est qu'il n'y a ni fasciste aujourd'hui en France, à gauche, ni à droite. Mais je vais même aller pousser, la provocation plus loin. Le seul parti authentiquement d'extrême droite en France, ça n'est pas le RN, qui ne l'est plus, qui le fut, qui ne l'est plus. C'est bien la France Insoumise. Voilà un parti qui, depuis des années, se vautre dans le racialisme, se vautre dans l'antiparlementarisme, se vautre dans la violence. C'était ce matin sur Sud Radio, Amaury Breler, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Philippe Bilger. Sur LFI, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Pour le reste, je serais trop long. Je ne suis pas non, mais réellement, je ne suis pas complètement en accord avec ce que j'ai cru comprendre que le fascisme, c'est. Non, il a dit qu'il n'y avait pas de fascisme, etc. Qu'il n'y avait pas. Ce que j'ai compris. C'est une dénaturation historique. Mais sur LFI, je trouve que l'étiquette qu'il met est assez pertinente. Quelle étiquette? Fasciste? Non, d'extrême droite. LFI d'extrême droite. LFI d'extrême droite. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, non, mais on a écouté, mais c'était pas très compréhensible ce qu'il disait. Excusez-moi. Il dit autre chose. Excusez-moi, c'est pas compréhensible ce qu'il dit. Il dit racialiste. Oui, non, mais pas vous, Philippe, pas vous. Ce que disait ce monsieur là, de Valeurs Actuelles. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'il dise ça. Il vous l'avez rendu clair. Non, d'abord, LFI n'est pas d'extrême droite. LFI est un parti d'extrême gauche qui se vautre quand même un peu dans l'antisémitisme, dans l'anti-tout. Voilà, ce qu'on peut dire de LFI. Par contre, excusez-moi, moi, RN, je les ai connus un peu.
si vous allez parfois à des réunions de militants RN, excusez-moi de vous le dire, vous avez aussi un beau paquet quand même d'antisémites chez les militants de base. Ce qui ne veut pas... Ah bah excusez-moi, si, je vous le dis. Mais vous avez raison. Je vous le dis, il faut arrêter de croire que parce que monsieur Sébastien Chenu, monsieur Jean-Philippe Tanguy, tout ça parle très bien, porte bien. Bah, excusez-moi, la base est comme... Oui, excusez-moi, Mickaël. Je pense que dans tous les partis, la base de la base et le militant de base est pas forcément une sommité. Je te dis la vérité, et dans toutes les réunions politiques, tu trouves des mecs avec des propos border, peu importe le parti politique. Ce qui compte dans un parti politique, c'est à quel point le personnel qui dirige le parti accrédite les excès de la base. Le problème chez LFI, c'est que les excès de la base sont le carburant même du parti, et qu'ils en font tous leur beurre. Alors qu'au contraire, au RN, ils déploient un effort colossal pour au contraire maîtriser les excès de la base, qui parfois vient vers le RN, non pas pour ce qu'il est devenu, mais pour ce qu'il était. Donc, c'est absolument pas comparable. Quant au qualificatif d'extrême droite pour LFI, moi je trouve que, bon, évidemment, ça correspond pas tellement, puisque leur antisémitisme n'est pas le résultat d'une glorification de la pureté raciale ou de la glorification nationale, mais au contraire, l'antisémitisme s'exerce au nom de la diversité, le juif étant vu comme un super blanc, et au nom d'une détérioration de l'Occident et de la France. Donc, fasciste, oui, parce que les méthodes sont fascistes, donc LFI, pour moi, est un parti qui se rapproche du fascisme. Mais extrême droite, non. Et en plus, sortir cette étiquette à chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un... Déjà, je dirais, en désaccord un peu avec Mickaël, j'en ai par-dessus la tête de cette apposition de fascisme qui n'a rigoureusement aucun sens aujourd'hui par rapport à ce qu'il était. On peut lui donner des critères. L'utilisation de la violence en politique, la désignation d'un adversaire de manière personnelle, de plus en plus... L'antisémitisme, qui est quand même un marqueur historique peut-être du fascisme. Oui, mais mon cher Mickaël, qui demeure debout et vivant après dans un régime fasciste montre qu'on ne l'est pas. Tout simplement, on est dans une démocratie peut-être à parfaire, mais pas fasciste. LFI n'est pas encore au pouvoir. Merci beaucoup, Philippe Bilger, René Chiche, Mickaël Sadoun. On se retrouve dans quelques instants pour teaser le rugby. Mais tout de suite, les incontournables de la copropriété avec Thomas Binet. Le diagnostic de performance énergétique, on en parle beaucoup, ne concerne pas que les appartements, mais aussi l'immeuble entier.